Là, de façon plus concrète, évidemment, la question, parce qu'on est toujours un peu premier degré en dehors du fait que ça prend un environnement globalement sain pour avoir des organismes globalement sains. Mais des liens directs entre arbres et santé, je vous dirais que de façon globale, la littérature qu'on a sur les liens positifs entre nature et santé, il y a de quoi remplir la salle ici. De tout ordre, hein, dans le bio, psychosocial, et je vous dirais que l'Université de Montréal, l'Université McGill, l'Université du Québec à Montréal sont très proactives dans leur nombre de présentations scientifiques qui démontrent que oui, finalement, le verre est bénéfique pour l'humain à plusieurs égards. Comme je suis un cardiologue, je vais me concentrer sur le cœur. De toute façon, intellectuellement, c'est un peu plus honnête. On se rend compte que, je vous parle de la pollution depuis tout à l'heure, donc on arrive aux arbres, mais que les 5 dernières années surtout, c'est des articles qui ont été publiés dans Nature, Science, dans Cell, donc vraiment de la grosse pointure. On réalise que non seulement il y a la dualité oxygène et carbone et dioxyde de carbone, O2, CO2 comme échange entre nous et l'arbre, mais surtout, c'est que l'arbre est un fantastique dépollueur. On sait que ça épure les cours d'eau. Par exemple, la ville de New York, on sait qu'elle s'approvisionne au mont Catskill. New York a acheté toutes les forêts autour des lacs du mont Catskills pour s'assurer que la provision d'eau soit pure et puisse alimenter les 10 millions d'habitants. Autrement, ça leur coûterait une usine de filtration au coût d'au bas mot 5 milliards de dollars. Donc, c'est clair que les arbres sont de forts dépollueurs et il y a beaucoup d'études scientifiques qui le démontrent. Ça, c'est joli comme photo. C'est pour un médecin, on se replace vite, c'est la microscopie électronique. Absolument, on regarde nos cellules avec ça. Mais si on va du côté des arbres, puis si on va du côté de qu'est-ce qui se passe, ça, c'est une feuille de vigne vierge. OK, la vigne à 5 feuilles classique, au printemps et à l'automne. Et ce qu'on voit à la surface, c'est toutes les particules fines polluantes qui se sont collées sur les feuilles, faisant littéralement un ménage, littéralement un filtre. Et il y a beaucoup d'actions, par exemple pour l'ozone, le dioxyde d'azote, les composés organiques volatiles, les particules fines. On se rend compte de façon active et passive que les arbres non seulement attrapent, captent, mais également métabolisent l'air. Alors c'est littéralement un vrai purificateur d'air. L'autre question aussi environnementale, c'est la question des îlots de chaleur urbains. Et ça, c'est une photo thermographique qui a été faite par satellite par un groupe de géomatiques de l'Université de Montréal et de l'UQAM, le docteur Baudouin-Cavaillard, ce que d'ailleurs Jérôme a cité tout à l'heure. Puis ce qu'on voit, c'est que c'est les gradients énormes de température lorsqu'on veut identifier les composants des îlots de chaleur urbains. Ça, c'est donc Ville-Saint-Laurent, une belle journée de juin 2005. Parc urbain, 23 degrés. Le golf, 27 degrés. Résidentiel faiblement végétalisé, 31 degrés. L'industriel, 40 degrés. Donc, on voit qu'il y a 16 degrés Celsius de différence selon que vous êtes en plein béton ou du côté vert. Et en quoi c'est important? Mais s'il y a un épisode de canicule par-dessus ça, bien là, on vient d'amplifier vraiment cette hausse de température. C'est pour ça qu'à Paris, en 2003, lors de la grande canicule, il y a eu autant de morts. Paris, c'est une dalle de béton, littéralement. Ils sont en train de replanter 1 million d'arbres au moment où on se parle. Et puis ça a été très étudié. Ici, on a notre grande région de Montréal, vue par Baudouin et Cavaillard. Partout où on a vu apparaître des îlots de chaleur urbains, c'est les nouveaux points rouges. Ils ont demandé à leurs doctorants d'étudier, bon, quels sont les facteurs qui les ont amenés, puis il était très simple. Ça, c'est les endroits où on a coupé des arbres, là où il y a eu le plus de dégradation. Donc, vous avez une corrélation absolument parfaite. Vous coupez un arbre, vous créez un îlot de chaleur urbain. Concernant l'environnement, puis c'est ce que je vais essayer de vous démontrer à quel point c'est important en santé cardiovasculaire, à quel point ça n'était pas connu, mais comme c'est maintenant de plus en plus, la science est au rendez-vous. Qu'est-ce que c'est la contribution environnementale aux maladies
au Canada. Et ça a été fait des travaux à l'Université de Colombie-Britannique par David Boyd, déjà publié depuis 2008. Donc, on pourrait actualiser ces chiffres. Mais on estime que l'environnement est responsable d'un total de 20 000 décès en excès, dont 5 à 11 000 décès cardiovasculaires, dont 33 à 67 000 hospitalisations cardiaques, 1,5 million de journées d'hospitalisation cardiaque pour 9,1 milliards de dollars. Je pense que c'est un enjeu public significatif qui n'est pas suffisamment connu. 20 000 décès en excès chaque année dû à l'environnement. Lac Mégantic a frappé l'imaginaire de tout le monde, c'était 47 décès. Mais là, dans le bruit de fond, on a 20 000 décès sur lesquels on peut effectivement agir de façon directe. On parlait tout à l'heure de la révolution industrielle qui a littéralement abîmé nos artères, puis je vais vous résumer ça très rapidement, à savoir qu'il y a eu deux choses. L'invasion de ce que j'appelle General Junk et l'invasion de General Oil. Pour amener, c'est assez simple la maladie cardiovasculaire, il y a quelques nano-agresseurs alimentaires et aériens qu'il faut éliminer. Je passe l'alimentaire, ce n'est pas la thématique de ce soir, mais ce qui est lié directement avec la question de notre milieu, de la végétalisation, c'est effectivement les nano-agresseurs aériens, dont le monoxyde de carbone, dioxyde d'azote, dioxyde de soude, les particules fines émises par les combustibles fossiles, composés organiques volatiles, ozone et plomb. Ce sont des trucs que nos arrière-grands-parents ne respiraient pas et auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Puis il faut se rappeler que si on boit 2 litres, 2 kilos de liquide par jour, si on mange 1 kilo de nourriture par jour, bien, on respire 10 kilos d'air par jour, contenant ces ingrédients nouveaux, ces nouveaux nanoagresseurs auxquels nos arrière-grands-parents n'étaient pas confrontés. C'est pourquoi la maladie cardiovasculaire était rare avant 1850. Le GIEC, donc, a sorti son rapport. Le GIEC, l'aventure du GIEC a commencé en 1988, mais j'aimerais rappeler que bien avant que le GIEC s'allume sur les effets sur l'atmosphère et notre milieu des combustibles fossiles, le cœur humain a déjà eu sa part de déboires, dont le plus bel exemple est le Great London Smog en 1952, pic de smog à Londres, le 4 décembre 1952, pour toutes sortes de conjonctions, 12 000 décès excédentaires. C'est la première fois dans l'histoire où on faisait le lien. C'est bien avant le GIEC qu'on réalisait que oui, le smog tue. Ça ne fait pas aussi qu'altérer notre climat. Et ça, c'est une diapositive que je trouve extrêmement éloquente, qui a été publiée en 2009, puis qui suit le taux de pollution à Londres de 1958 à 1972 et qui les corrèle avec le nombre de mortalités. Puis c'est pas compliqué. Donnez-moi votre taux de pollution du jour et je vais vous dire combien il va y avoir de décès. Et ça a culminé dans une très belle étude qui a été faite aux États-Unis, qui est devenue une légende. C'est publié déjà depuis 1993. C'est pas d'hier, là. En tout cas, nous, à notre échelle de science, c'est des vieux trucs. Mais donc, qui démontrait que lorsqu'on suivait 6 villes, avec 6 taux de pollution différents, au terme des 16 ans de l'étude, il y avait 25 de différence de mortalité dans la ville plus polluée que dans la ville la moins polluée. Et pour la première fois, on se rendait compte que la partie cardio-respiratoire, cardio-pulmonaire, cardiovasculaire, c'était plus de la moitié de ces décès-là, ce qui était un sacré réveil pour les cardiologues. D'ailleurs, concernant les polluants à grande échelle, on se rend compte qu'il y a des taux de différence monumentales, c'est pour ça que je disais que la cardiologie, c'est une spécialité environnementale, des taux de différence monumentale de polluants. Et ça aussi, ça va attirer mon attention à voir ces différences-là. Je vous avais montré tantôt les différences entre l'Europe, la Suisse, l'Autriche. Mais si on met ça sur le sur le plan purement géographique, les taux de mortalité cardiovasculaire, ils sont plus bas au sud et plus on monte au nord, plus ils s'élèvent. Ils sont plus bas à l'ouest et plus on va à l'ouest, plus ils s'élèvent. Si on posait l'hypothèse, est-ce que ça pourrait être lié au taux de polluants de ces régions-là à l'échelle d'un continent, en se disant que le gradient du sud au nord, bon, c'est sûr que le sud, il y a la diète méditerranéenne, il y a l'huile d'olive, il y a le vin rouge. Mais on pourrait dire aussi, bien, au nord, il y a une dynamique qu'on connaît bien, nous autres au Canada, il chauffe l'hiver parce qu'il fait froid. Et c'est à 80 dans notre économie actuelle avec des combustibles fossiles. La deuxième chose aussi comme différence avec le gradient d'ouest en est, c'est que les vents, ils poussent d'ouest vers l'est, les vents dominants. Donc, au début, c'est peu pollué et on pousse et on refoule la pollution sur le côté est. Puis enfin, on sait bien que dans l'Europe de l'Ouest, les mesures anti-pollution sont beaucoup plus strictes, en Suisse, en France, par exemple, qu'en Pologne ou dans l'ex-Union soviétique, où là, il n'y en a pas de mesures environnementales. C'est le gros pétrole lourd, c'est le gros mazout, c'est la grosse usine à charbon. Ça, je posais ça comme une hypothèse, jusqu'à temps que je fasse une présentation à un groupe d'Environnement Canada, des PhD, des météorologues. Tout à coup, un des types, le docteur David Ménard, pour le citer, il regarde ça, il se lève, s'en va dans son bureau, puis il revient avec une édition d'un rapport de l'Agence spatiale européenne qui montre ceci. C'est l'Europe, je l'ai remis à peu près à la même échelle, mais ici, ce qu'on montre là-dessus, c'est les taux d'épisodes de pollution. Alors, en bleu foncé, c'est bas, et plus on va vers le rouge, plus c'est élevé.
Puis on remarque également ce gradient-là, à savoir que d'ouest en est et que du sud au nord, on a pratiquement une corrélation entre les taux de polluants et les taux de mortalité cardiovasculaire à l'échelle d'un continent. Et ce n'était pas la première fois que ça a été documenté. Des Américains ont fait exactement la même étude. C'est publié depuis 2006 dans une de nos Bibles en cardiologie, Circulation Research, où vous avez ici les taux de particules fines émises par les combustibles fossiles, mesurés aux États-Unis. Vert foncé, c'est bas pour aller vers le rouge où c'est élevé. Puis vous comprenez que le rouge ici, c'est Los Angeles. Ici, c'est les usines à charbon. Et d'ailleurs, je rappelle que les usines à charbon envoient leurs émanations sur le Canada. Montréal, d'ailleurs, 60 de sa pollution au total est extra-frontalière, vient de l'extérieur. Puis vous avez exactement la même corrélation où en bleu foncé, c'est le bas taux de mortalité excédentaire vers un haut taux de mortalité excédentaire, puis vous avez une recomposition à l'échelle d'un continent. Donc, ça, c'est pour donner finalement la part des choses dans la question de la pollution atmosphérique. Il y a au moins 500 publications scientifiques qui nous apprennent que plus le taux de polluants monte, plus monte le taux de calcification artérielle, thrombophlébite, arythmie maligne, mort subite, infarctus aigu et AVC. C'est seulement dans les dernières années qu'on reconnaît que l'environnement est un facteur de risque massif. Ces études-là, je vais vous résumer ça à une seule, qui est la plus éloquente. C'est ce que j'appelle l'histoire du rat des champs et du rat des villes. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis, à Columbia, dans les bureaux du docteur Valentin Foster, qui est une sommité mondiale en inflammation athérosclérose. Puis ils ont pris deux groupes de souris qui ont fait manger une diète normale, une diète grasse. Et ici, vous avez en bleu la horte, et en rouge, c'est la plaque d'athérosclérose. Puis on n'est pas surpris au terme de 6 mois, quand les souris sont sacrifiées pour observer ce qui se passe avec les hortes, que la plaque d'athérosclérose qui bouche la horte est beaucoup plus grosse chez la souris qui a mangé une diète McDo, diète grasse, par rapport à une diète normale. Là, il n'y a pas de surprise jusque-là. Mais l'intérêt de l'étude, c'est qu'on a comparé air filtré à air pollué. Et là, on se rend compte que pour une diète normale, à air pollué, puis air pollué, c'est rien d'extravagant, là. C'est l'autoroute Ville-Marie. À peu près ça en termes de dosage de particules fines qui ont fait respirer aux souris. Et là, lorsque vous avez les deux, air pollué et diète grasse, vous avez ce que j'appelle la tempête vasculaire parfaite, la conjonction du modèle animal d'un homme qui mange du fast-food dans un centre-ville pollué. Si on parle d'indice de la qualité de l'air à Montréal, bien là, ce qu'on remarque, d'abord, c'est connaître ça, à savoir maintenant, on classifie ça selon le réseau de surveillance de la qualité de l'air. Les journées bonnes, acceptables, mauvaises, en rouge. Puis ce qu'on réalise, c'est qu'au centre-ville de Montréal, ça c'était le rapport de 2009, il y a seulement une journée sur 3 qui est considérée comme bonne. 2 sur 3 sont soit passables, soit mauvaises, 40 journées mauvaises. Heureusement, l'année dernière, c'est nettement amélioré. Les Japonais, depuis au moins 1982, tiennent compte de la présence de verre autour d'eux pour faire ce qu'on appelle le Shinrin-yoku. C'est très joli comme mot, c'est un bain d'arbres. Et depuis 1982, c'est considéré comme une activité de santé publique reconnue par le gouvernement japonais. Et les Japonais, qui sont très pionniers là-dedans, se sont mis à mesurer. Vous savez ce que Michel a décrit quand il parle des odeurs, les caractéristiques qu'on retrouve, les protéines arboricoles. Les Japonais sont intéressés à ça et se sont demandé est-ce que ça a des actions, à part du fait que quand on va dans le bois, à peu près tout le monde se dit qu'on se sent bien, qu'on s'y sent bien, qu'on aime jouer dans le bois. Est-ce que ça se mesure? Ça, c'est fait avec des mesures sur le système nerveux autonomique, système endocrinien, système immunitaire, système cardiovasculaire. On voit notre taux de cortisol baisser dramatiquement. Ça, c'est des volontaires sains qui ont été suivis en ville, à la forêt, en marchant ou assis. Et dans tous les cas, le taux de cortisol plasmatique, donc l'hormone de stress de combat, s'abaisse en forêt, que vous marchez ou que vous soyez assis. Votre fréquence cardiaque s'abaisse et votre pression artérielle s'abaisse. Ça, c'est l'effet d'un gros médicament. Donc, au total, on pourrait dire, si on veut intégrer ça de façon globale en termes de santé cardio-environnementale, que si une cité décide d'éradiquer les nanoagresseurs aériens, c'est-à-dire gras trans, excès de sel, fructose, glucose, acide phosphorique, etc., puis il n'y en a pas tellement, c'est simplement ceux-là qui sont éliminés. Les nanoagresseurs aériens, c'est-à-dire
de se tourner vers des énergies vertes pour diminuer le plus rapidement possible, pour des considérations de santé, les combustibles fossiles, en plus des cataclysmes que le GIEC nous annonce, et qu'une cité promeut un milieu actif et vert, cette cité peut observer une réduction de 25 à 75 de morbidité cardiovasculaire.